sur Cardio Online pour cet atelier pratique intitulé Défibrillateur resynchronisation, quel rôle et quelle place pour les dispositifs implantables dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Je suis le docteur Emmanuel Berthelot, je suis cardiologue au CHU de Bicêtre et ce soir j'ai le plaisir d'être avec le professeur François Roubille qui est cardiologue au CHU de Montpellier et avec le professeur Pascal Defaille qui est rythmologue au CHU de Grenoble. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sur cette diapositive, vous allez pouvoir regarder nos liens d'intérêt. Durant les 45 minutes que nous allons passer ensemble dans cet atelier, nous allons rappeler le risque de mort subite associé à l'insuffisance cardiaque et l'importance d'identifier les patients à qui on peut proposer la pose d'un défibrillateur implantable. On va discuter des bénéfices et des indications de la resynchronisation cardiaque et de la stimulation biventriculaire et on va échanger sur les modalités pratiques d'évaluation et de suivi des patients chez qui la pose d'un dispositif implantable est indiquée. Avant de commencer cet atelier pratique, c'est l'occasion de rappeler les derniers chiffres sur l'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est une prévalence de plus d'un million de patients en France. C'est presque 200 000 patients hospitalisés de façon annuelle et 25 000 décès. C'est plus mortel que certains cancers. La moyenne d'âge des patients est assez âgée, en particulier chez les femmes, un peu moins chez les hommes. Et donc les patients sont très souvent hospitalisés et sont hospitalisés longtemps. Il y a souvent une prise en charge qui est un peu tardive, dans le sens où parfois ils vont être déjà compliqués quand ils viennent être hospitalisés et la prise en charge reste à optimiser à la fois sur le plan du traitement médicamenteux, puisque vous voyez à 1 an encore des efforts à faire sur les traitements des inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone et des bêta-bloquants, une réhospitalisation qui est très importante et un risque de décès ou réhospitalisation à 1 an, on l'a revu en fait. Donc le décès c'est 34%, réhospitalisation, décès quand on a déjà été hospitalisé c'est encore 50%, donc c'est une maladie très mortelle et comorbide. On va dès maintenant passer à la 3e question de notre cardio quiz qui demandait votre avis sur ce que vous pensiez être le bon moment pour évaluer le risque de mort subite et l'indication d'un défibrillateur chez un patient. Et vous avez répondu majoritairement, presque pour la moitié d'entre vous, à 3 mois après la titration de la quadrithérapie de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce quiz, par exemple François? Oui, peut-être un petit commentaire sur la rapidité de la titration. L'attitude est de plus en plus de titrer vite. Et effectivement, en 3 mois, on peut avoir fait beaucoup de choses. Mise en place de la télésurveillance, titration à distance ou autre. 3 mois, c'est un peu ce que disait Pascal tout à l'heure. C'est logique, ça permet de travailler, de laisser un peu de temps. Là encore, quand même, retour au bon sens clinique, ça dépend quand même de la présence de pronostics de récupération ou non et de la réversibilité de la cardiopathie. Je pense que par exemple, une cardiopathie toxique sur de l'alcool, on peut parfois se donner un peu plus de temps parce que le patient va mettre un certain temps pour conforter le sevrage et la titration des traitements. Inversement, cardiopathie ischémique, large infarctus, large nécrose, large fibrose, avec une capacité de récupération et un remodelage qui est sans doute péjoratif, il ne faudra sans doute pas attendre pour, euh, pour appareiller du défibrillateur. Et de la même façon, comme disait tout à l'heure Pascal, sur la resynchronisation, quand le bloc est très très large, et que l'évolution de la titration est difficile, sans doute il faut aller plus rapidement à la resynchronisation. J'ai pas mal de questions par rapport à ça sur le timing, le traitement médicamenteux bien conduit. Est-ce que ça peut raccourcir le QRS? Est-ce qu'il faut attendre que le traitement soit optimisé? Est-ce qu'on peut rediscuter de l'indication de la CRT à différents moments? Enfin, cette question du timing de la resynchronisation revient pas mal. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter à nos spectateurs? C'est un compromis à trouver, je pense, effectivement. Les médicaments marchent, hein, c'est que les médicaments d'insuffisance cardiaque réduisent le risque, permettent un remodelage, améliorent les symptômes, améliorent le pronostic. Et donc, c'est toujours pareil, il faut évaluer l'intérêt, le temps qu'on peut se donner, être très vigilant sur l'amélioration des symptômes, l'amélioration de la biologie, l'amélioration de l'électrocardiogramme.
qui est donc exigeant parce que ça veut dire qu'il faut revoir le patient, ou en tout cas avoir les paramètres en télésurveillance. Euh, et encore une fois, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure quand même. On l'a évoqué plusieurs fois, l'âge, hein, bien sûr, on peut quand même se donner un peu plus de temps chez un patient âgé, alors qu'on voudra protéger un patient très jeune. Alors, en tout cas, il est clairement redit hein, que c'est classe 1, niveau de preuve A, qu'il faut bien sûr optimiser le traitement avant de discuter la resynchronisation ou l'implantation d'un défibrillateur. On peut peut-être rajouter, François, qu'effectivement, on peut parfois espérer encore gagner un peu en fraction d'éjection après 3 mois, mais que le risque résiduel de mort subite reste non négligeable, notamment dans certains types de cardiopathie. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, à notre avis, proposer un défibrillateur chez ces patients-là et pas leur laisser ce risque résiduel de mort subite. Alors, on aimerait avoir des cut-offs différents de la fraction d'éjection. Pour l'instant, on n'a pas mieux que la fraction d'éjection. Il y a des études qui sont lancées, notamment une grosse étude européenne coordonnée par le groupe européen de rythmologie qui s'appelle Profidera dans les cardiopathies ischémiques pour aller un petit peu plus loin que la fraction d'éjection. Et on commence à inclure des patients dans les différents pays européens, mais pour l'instant, on n'a aucune réponse supplémentaire que la fraction d'éjection. Est-ce qu'on a des progrès technologiques dans la resynchronisation, Pascal? Quelles sont les problématiques qui sont liées aux sondes, notamment les risques qu'on a déjà un petit peu parlé, rupture, infection? Alors, on a 2 progrès. On a un des progrès qu'on a déjà implanté qui est d'essayer de faire du tout sans sonde. Et là, vous avez un exemple d'une resynchronisation entièrement sans sonde, où vous avez un pacemaker sans sonde dans le ventricule droit et un autre pacemaker sans sonde un petit peu particulier qui a été positionné dans le ventricule gauche, de part et d'autre du septum, et c'est ce qu'on appelle une resynchronisation sans sonde. Vous voyez que le stimulateur qui est dans le ventricule gauche est un stimulateur qui n'a pas de batterie, puisque la batterie, elle est positionnée au niveau de la région thoracique, un peu comme un défibrillateur sous-cutané, et la transmission de l'énergie se fait par des ultrasons, et ce petit stimulateur a en fait un accéléromètre qui va produire de l'électricité, c'est une sorte de mini-centrale, et ça, c'est ce qu'on appelle une resynchronisation exclusivement en son. Et puis, il y a un gros débat actuellement sur un autre type de stimulation, mais là, on utilise encore une fois des sondes. C'est la stimulation du système de conduction qui est très à la mode. Et là, vous avez un exemple. On va stimuler grâce à une sonde de stimulation, mais là, c'est de la stimulation cardiaque. À vis, on va pénétrer le septum et aller stimuler la branche gauche ou l'air de la branche gauche. Et des études sont en cours pour savoir si ce type de stimulation peut être équivalente ou non à la resynchronisation en évitant une troisième sonde dans le sinus coronaire. Et puis il y a même des systèmes encore plus complexes, notamment pour les non-répondeurs. On va associer cette stimulation CSP, stimulation du système de conduction, avec la resynchronisation. Alors c'est le terme un peu barbare, ça appelle du LOT-CRT. En fait, tout ça, c'est un peu de la recherche clinique encore. Est-ce qu'on a d'autres pistes pour stimuler la contractilité cardiaque? Là, c'est une question de l'audience. Est-ce que, par exemple, la stimulation du système nerveux autonome est encore quelque chose on a des pistes en fait d'amélioration, de traitement par rapport à ça? Peut-être François, puisque c'est une question peut-être un peu moins rythmique, mais plus Oui, il y un a peu générale. effectivement il y a des modalités de stimulation. Peut-être que Pascal serait mieux placé que moi pour en parler, des stimulations locales. Et effectivement, comme tu disais, il y a des études encore en cours. Bon, pour l'instant, il n'y a pas un niveau de preuve considérable, mais il reste des études en cours dans ce domaine. La dénervation, enfin, il y a un certain nombre d'études pour essayer d'améliorer. Et ce sont des cibles qui sont les mêmes que les cibles pharmacologiques, hein, puisque là, on cible le système sympathique. On a une question intéressante sur est-ce qu'on peut éviter un défibrillateur grâce à une ablation de tachycardie ventriculaire? Donc là, on revient sur le défibrillateur et le risque de mort subite. Est-ce que tu as des éléments de réponse, Pascal? Oui, dans certains cas particuliers, et encore une fois, c'est des discussions de Heart Team, et notamment quand la fraction d'éjection n'est pas très altérée, les patients qui ont c'est de la prévention secondaire, là, hein, des patients qui ont fait une tachycardie ventriculaire, on leur découvre une cardiopathie, ils ont une fraction d'éjection qui n'est pas très altérée, et parfois on peut, entre guillemets, les guérir par l'ablation. On a quand même fait beaucoup de progrès dans l'ablation des troubles du rythme ventriculaire et des tachycardies ventriculaires, avec tous ces systèmes de cartographie, avec l'imagerie, l'IRM, les fusions d'images, pour aller
traiter par ablation. Et puis je pense qu'on va faire d'énormes progrès avec les nouvelles énergies, notamment l'électroporation, quand on va pouvoir l'appliquer aux troubles du rythme ventriculaire. Donc vraiment, oui, dans certains cas, on peut éviter le défibrillateur, notamment chez des patients jeunes, parce qu'on sait que le défibrillateur, c'est quand même induire potentiellement d'autres problèmes. Et de les traiter de façon curative, c'est un élément extrêmement intéressant. Il y a un certain nombre de cas pour lesquels on peut proposer cela. Est-ce que tu peux aussi nous donner des éléments de réponse sur une indication de resynchronisation d'upgrading en triple chambre, enfin en stimulation chez des patients, chez quels patients en fait on va être amené à ramener à rajouter une sonde dans Il y a beaucoup l'insuffisance de cardiaque? patients, effectivement, il y a beaucoup de patients qui sont stimulés au long cours en stimulation conventionnelle et ils développent, encore une fois, ce qu'on appelle une myocardiopathie conductive, c'est-à-dire que la stimulation est délétère et sur des blocs atrioventriculaires avec des patients stimulés à 100%, on induit un bloc gauche qui va entraîner une désynchronisation et aggraver la dysfonction ventriculaire gauche. Et ces patients-là, ils répondent souvent extrêmement bien à la resynchronisation en ajoutant uniquement une sonde de stimulation dans le sinus coronaire, en associant cela à un stimulateur biventriculaire. Et justement, on a parlé de la stimulation du système de conduction. En fait, pour ces patients en BAV complet, on peut penser, et c'est un petit peu nouveau, qu'en allant d'emblée stimuler le système de conduction, en faisant du CSP, de la stimulation du système de conduction, on puisse éviter ces altérations de la fonction ventriculaire gauche sur le long terme. C'est de la recherche clinique, mais je pense que tout ça, c'est passionnant et extrêmement intéressant. Il est temps pour nous de conclure cet atelier. Je vais revenir sur les messages pour la pratique. Pour vous redire les messages clés, encore une fois, indication du défibrillateur prophylactique, eh bien, la fraction d'éjection est le critère majeur, en particulier chez les patients avec une cardiopathie ischémique. Fraction d'éjection inférieure à 35% après 3 mois de traitement médicamenteux et après avoir réévalué le patient. Pour la CRT, le bloc gauche est l'élément clé de l'indication, hein, donc vraiment la largeur du QRS supérieure à 150 millisecondes. Et enfin, tout ce qui est implantation de matériel nécessite l'optimisation de la prise en charge du patient et en particulier la discussion en heart team avec des médecins comme François qui peut-être ont une vision plus insuffisance cardiaque et des rythmologues comme Pascal qui vont plutôt voir la vision rythmologique du problème et de pouvoir proposer le meilleur traitement à nos patients. Donc il est temps pour moi de remercier chaleureusement Pascal et François pour avoir préparé et partagé les informations à Cardio Online pour cet atelier. Et je remercie Medtronic pour leur soutien institutionnel à l'atelier et merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Cardio Online.